tous ceux qui disent que ce film est un copier-coller de Pocahontas dans l'espace. Sérieusement, vous en avez pas marre. Salut à tous. Alors aujourd'hui, donc en vue de la sortie très prochaine du troisième opus d'une saga qui a du mal à trouver son public, qui a du mal à se trouver commercialement parlant, on va revenir donc sur les deux premiers chapitres, voilà, quelque peu méconnus. Bon, vous l'aurez compris, on va parler d'Avatar, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est tout ce que je viens de dire est complètement ironique, mis à part ma phrase d'introduction, voilà. Si elle est mal prise, tant mieux d'ailleurs, mais bref. Alors voilà, donc Avatar, donc sorti en 2009, réalisé par James Cameron, avec dans les rôles principaux Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Giovanni Ribisi ou encore Stephen Lang. Alors le résumé en quelques mots, Jake Sully, donc un ancien marine désormais paralytique, est resté un combattant au plus profond de son être. Il est recruté donc par l'armée pour se rendre à des années-lumière de la Terre sur la planète Pandora où de puissants groupes industriels exploitent un minerai rarissime destiné à résoudre la crise énergétique sur Terre. Et donc, afin de pouvoir récupérer ce minerai, en quelque sorte, Jake Sully va devoir donc se faire passer pour un Navi via le programme Avatar qui permet donc à des êtres humains de lier leur esprit donc à un avatar, autrement dit un corps biologique commandé à distance capable de survivre dans cette atmosphère létale. Oui, jusqu'à ce que Jake Sully finisse par tomber littéralement amoureux à la fois de Pandora, mais également de la Navi Neytiri, donc les Navis étant le peuple de Pandora, qui va lui servir de mentor et bien plus encore. Alors qu'est-ce que je pense de ce film sur lequel quasi tout a déjà été dit ou écrit? Eh ben j'adore, quoi, voilà, même 16 ans après, ça reste toujours une merveille de démonstration visuelle, mais pas que. Voilà. Alors, commençons comme de coutume par la mise en scène. Alors, je ne vous apprends rien en disant ça, mais avec ce film, James Cameron a clairement voulu dépasser les limites cinématographiques. Ce n'est pas la première fois, il avait déjà fait ça avec Titanic, évidemment, et encore quelques années avant avec Terminator 2. Sauf qu'ici, voilà, Cameron a voulu clairement prendre son temps, pas pour rien qu'il y a à peu près 13 ans d'écart entre Titanic et Avatar, parce qu'il a pris son temps, son but étant de créer littéralement un nouveau monde, entendez par là un nouvel environnement, une nouvelle planète, de nouveaux territoires, de nouveaux personnages, et surtout une bonne histoire, et surtout qu'il a profité des avancées technologiques. Il le dit lui-même que voilà, il a attendu que voilà, les effets spéciaux gagnent en perfection, que d'autres techniques entre-temps se sont je veux dire, se sont grandement améliorés. Je pense notamment à la motion capture, hein. Cameron dit lui-même que c'est grâce également à la trilogie du Seigneur des Anneaux et plus particulièrement le personnage de Gollum, hein, interprété par Andy Serkis en motion capture, qu'il a décidé de se lancer pour de bon dans le projet Avatar. Voilà. Alors, pour rappel, la motion capture, ce sont des comédiens recouverts de capteurs qui doivent interpréter un personnage qui sera par la suite représenté une image de synthèse, en quelque sorte. Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple, le meilleur exemple. Voilà. Et alors, Avatar est également connu pour son usage de la 3D, vu que la promo à l'époque le vendait comme le film qui allait révolutionner la 3D, ce qui est pas faux, et peut-être même faire basculer le cinéma, si pas l'entièreté du cinéma dans la 3D, ce qu'il faut bien le dire n'a pas été le cas. Pour la simple et bonne raison que d'autres films par après, d'autres blockbusters qui n'étaient pas pensés en 3D, suite au pognon, je veux dire, rapporté par Avatar, ont voulu se convertir en 3D, mais voilà, ça n'a pas pris. Donc, quelque part, la révolution 3D, hein, je veux dire, aura été quelque peu en demi-teinte pour James Cameron, mais voilà, en attendant, il voulait utiliser la 3D pour rendre Pandora visuellement le plus crédible possible, et j'ai envie de dire chaque plan, hein, de toute façon, chaque plan du film est une merveille à regarder. On sent que vis-à-vis de Pandora, voilà, on y croit, hein, je veux dire, à cette végétation très luxuriante, hein, je veux dire, à ces créatures comme ça, un peu, voilà, ces espèces de chiens comme ça, voire même pas des éléphants, mais je veux dire, voilà, de gros mammouths comme ça, où voilà, la moindre fleur, la moindre feuille, enfin, on sent que tout a été travaillé vraiment en long et en large, voilà.
de manière à ce que tout soit crédible. Et déjà, en termes de mise en scène, ce qu'on peut déjà remarquer, c'est voilà, le contraste entre la luminosité de la planète Pandora et la froideur clinique du monde des humains, quoi, représentée par voilà, des infrastructures comme ça, grises, très métallisées, voilà, notamment à travers l'armée, hein, je veux dire, toutes les séquences mettant en scène le grand méchant du film, à savoir le colonel Miles Quaritch. On sent également que ben voilà, les humains ont dû quitter la Terre. Et donc, voilà, une fois encore, hein, bah, Cameron, voilà, comme il l'avait déjà fait un petit peu dans Titanic, mais de manière différente, rend un peu compte, entre guillemets, d'une lutte des classes, même si ici, voilà, dans le cas d'Avatar, bon, c'est un peu les indigènes contre les industriels et les militaires. Là où dans Titanic, bon, on avait ce fossé, cette différence de classe entre les passagers de première classe et ceux de dernière classe, hein, en gros les riches contre les pauvres. Voilà, on pourrait même citer Alien le Retour, on retrouvait déjà l'idée de la grande compagnie cupide, quitte même à sacrifier toutes les vies humaines pour l'argent. Donc voilà, donc là, on retrouve déjà bel et bien quelques-unes des grandes thématiques de l'œuvre de James Cameron. Et voilà, d'ailleurs, selon ses dires, le film, et ça se voit, serait composé à 60% d'images de synthèse et 40% de scènes tournées en direct avec des maquettes miniatures. Alors voilà, Avatar, c'est un film qui mêle différentes technologies, hein, je veux dire, en plus des nouvelles technologies qui se sont développées à l'époque, telles que la motion capture ou la 3D. On sent que Cameron, bah, qui a démarré, hein, je veux dire, dans l'artisanat, hein, je veux dire, dans les effets spéciaux, voilà, il avait déjà un petit peu avec Terminator 2, enfin, je veux dire, voilà, entremêler à la fois les images de synthèse via la figure du T-1000 et en même temps, ben, je veux dire, les effets maquettes, voilà, les effets artisanaux, comme on pourrait dire, voilà, qui ont fait les grands bonheurs de la première trilogie Star Wars, par exemple. Voilà. Et là aussi, on retrouve sa patte, c'est à travers ces scènes d'action qui sont simplement époustouflantes, hein. On dit souvent que dans le cinéma d'action américain, James Cameron et John McTiernan sont un peu les maîtres en la matière. Et j'ai envie de dire, c'est pas peu dire, quoi. Voilà. Si vous repensez à la grande bataille finale entre les militaires et les navis, ben on sent que voilà, chaque scène d'action a été pensée, est bien découpée, que rien n'est laissé au hasard, que voilà, c'est spectaculaire sans en faire des tonnes. Alors oui, il y a des grosses explosions, il y a de la grosse bagarre comme ça. On a tendance d'ailleurs un peu à tort, je trouve, de reprocher à Cameron un certain côté bourrin dans les combats. Mais j'ai envie de dire, voilà, Cameron n'oublie pas de traiter ses personnages. On a littéralement des personnages, que ce soit les gentils ou les méchants, qui sont littéralement enragés. Donc voilà, ça, bah, ça se tape sur la gueule, je vais le dire comme ça, mais de manière justifiée. Donc voilà, donc euh, les scènes d'action comme ça très prenantes, qui prennent bien leur temps, qui sont vraiment très bien découpées, qui faisaient déjà, hein, je veux dire, le bonheur, hein, je veux dire, de Terminator 2 ou même d'Aliens, ou enfin Alien le Retour. Voilà, donc un découpage comme ça précis et méticuleux, on voit littéralement les dégâts que ça procure physiquement à la fois chez les humains et en même temps chez les navis. Le tout avec la musique, ben voilà, du regretté James Horner qui intervient au bon moment. Donc on retrouve hein, comme ça la mise en scène très millimétrée de James Cameron qui ne laisse jamais rien passer au hasard et qui arrive à bien concilier grand spectacle et séquences plus intimistes. Voilà, notamment à travers bah, les séquences d'amour, hein, vu que voilà dans la majorité de ces films, il y a une séquence d'amour. Hein, je veux dire, c'est le cas ici entre Jake et Neytiri. Euh, Évidemment, je repense à la séquence hein, de la voiture en Titanic. On peut même dire la séquence entre Sarah Connor et Kyle Reese dans le premier Terminator. Donc voilà, mais encore une fois, tout fait corde. Voilà, il sait juste s'arrêter à la limite, que ce soit en termes d'intimisme pour ne pas basculer non plus dans le pathos, et également dans l'action pour ne pas non plus basculer dans le too much. Et je veux dire, qu'on se le dise bien, Cameron, c'est pas Michael Bay ou Roland Emmerich, c'est clairement un level au-dessus, quoi. Hein, voilà. Alors, ben, je passe maintenant au scénario. Alors, le scénario, bah oui, comme je l'ai dit, on a souvent tendance à dire que Avatar, c'est très beau visuellement, mais que scénaristiquement, c'est pas bien, voire même que scénaristiquement, c'est de la merde. Alors, j'ai envie de dire, voilà, le scénario d'Avatar, oui, relève du déjà vu. Oui, il est très classique.
Oui, il est simple, mais il n'est pas simpliste. Et j'ai envie de vous dire que ce n'est pas parce que ce scénario relève du déjà vu ou qu'il emprunte des éléments à d'autres choses qu'il faut en conclure que c'est de la merde. Voilà, je rappelle quand même que le premier Star Wars est presque un remake, hein, j'ai envie de dire même un remake caché de La Forteresse cachée d'Akira Kurosawa, et que ça emprunte à tout un million de choses qui existaient déjà auparavant, hein, Star Wars. La Bible, les Chevaliers de la Table Ronde, le, le cinéma enfin, les films de samouraï, les films de cap et d'épée, et j'en passe. Et ici, voilà, Cameron, il développe un récit, d'abord un récit initiatique, hein, emprunté au mythe du héros de Joseph Campbell, où on suit littéralement, je veux dire, le parcours de Jake Sully, qu'on nous présente comme un personnage en souffrance à la fois physique et psychologique. Il est paraplégique, on sent que voilà, il a envie, hein, je veux dire, de continuer à devenir un soldat, mais voilà, il ne peut plus l'être. Et ici, l'occasion de reprendre les armes va lui être littéralement servie sur un plateau. Voilà. Et en même temps, donc, on est dans un récit à la fois d'initiatique, vu que le personnage va littéralement se métamorphoser. Et donc, on va suivre son évolution. Euh, enfin, voilà, son passage d'humain à celui de Navi, donc d'habitant de Pandora. Voilà. Et donc, on retrouve, hein, je le disais, les figures classiques du genre, hein. Je veux dire d'abord la découverte d'un nouvel univers, ensuite son entraînement, son apprentissage, et enfin sa prise de position. Il va littéralement se retourner contre, contre son propre camp. Voilà, et tout ça, voilà, ça reste passionnant à suivre parce qu'on sent que derrière tout ça, il y a aussi une histoire de clivage, hein, on devine que voilà, le fossé entre les habitants de Pandora et les militaires est plus que limite, et qu'on sait très bien que ça ne tardera pas à dégénérer. Voilà, et à côté de ça, Cameron ne s'en est jamais caché bon voilà, il faut savoir que c'est un militant écologiste et qu'ici, sans surprise, la dimension écolo, on la ressent à la moindre parcelle. Je veux dire que ce soit, voilà, Cameron qui privilégie les habitants de Pandora et qui vivent un petit peu d'amour et d'eau fraîche, pour le dire de manière, pour le coup, un peu simpliste, voilà, qui privilégie la nature, le contact avec la nature, et également leur rapport avec Ewa, hein, cette espèce de divinité qu'on pourrait un peu rapprocher quelque part de la Force dans la saga Star Wars. Voilà, et d'un autre côté, et voilà quoi. Donc le fait que le héros choisisse une vie comme ça, faite d'amour et d'eau fraîche, hein, je vais dire de végétation luxuriante, à une vie au final de militaire, froide et clinique, avec des individus mus par la volonté de se battre ou de faire du profil. Voilà, donc en gros, on retrouve l'idée du capitalisme, hein, comme je le disais, qu'on avait déjà dans Aliens, hein, donc le capitalisme qui prend le pas sur l'humain, qui est d'ailleurs personnifié par le personnage de Parker joué par Giovanni Ribisi. Donc voilà, cet industriel qui ne pense qu'à s'enrichir, quitte à envoyer donc le capitaine Quaritch faire la guerre aux autochtones. Voilà. On retrouve également les avancées technologiques, hein, voilà, on est dans le futur, hein, je veux dire, dans si de science-fiction, et également le rapport homme-machine, hein, même, voilà, les humains qui, par le biais, donc je vais dire, des machines, vont se métamorphoser en avis. Donc voilà, donc comme je le disais, un film 100% James Cameron, hein, donc voilà. Alors, l'autre reproche aussi adressé au film, c'est le fait que, voilà, il ne fait pas forcément, il ne donne pas forcément l'impression d'avoir besoin d'une suite. Alors j'ai envie de dire, maintenant que voilà, le 2 est sorti et que le 3 sort dans quelques jours, eh ben, on sent que Cameron n'a jamais caché le fait qu'en cas de succès du premier opus, il ferait plusieurs suites. C'est ce que George Lucas avait déjà dit à l'époque du premier Star Wars, voilà, qui n'était pas donné gagnant, et bon, vous connaissez la suite. Et ici, donc, quelque part, ce premier opus fait écho, je dirais, de volets d'introduction. Voilà, on nous introduit l'univers, on nous introduit les différents personnages, voilà, donc les codes classiques d'un film introductif, mais voilà, rendu passionnant à la fois par la mise en scène, je le disais, très millimétrée de James Cameron, et en même temps par ses propos qui résonnent toujours très fortement. Donc voilà, mais j'ai envie de dire à la revoyure, alors ce premier opus, même si voilà, ça fait la cinquième ou sixième fois que je revois le film, l'émerveillement est toujours là, même plus de 15 ans après.
Et on se dit que, voilà, maintenant que les suites sont en marche, sont officiellement lancées, et ben que oui, que ce premier volet d'Avatar est à la fois un récit d'introduction, mais pas que, une belle histoire, comme je le disais, simple, mais pas simpliste, qui relève du déjà vu, mais qui n'est pas non plus un copier-coller des choses que vous connaissez, hein, non, ce n'est pas Pocahontas dans l'espace, ce n'est pas Danser avec les loups dans l'espace, voilà, qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, messieurs, dames. Donc voilà, c'est un récit qui gagne à la revoyure, qui est beaucoup plus pertinent qu'il n'y paraît dans son message, qui peut paraître un petit peu prémâché, un peu manichéen par moments, mais comme je le disais, Cameron, de par la force de sa mise en scène et véritablement, la croyance en ses propres propos, on ne peut qu'être toujours ébahi par ce premier volet d'Avatar. Voilà, donc c'en est tout pour cette vidéo, donc sur un film qui n'est désormais plus à présenter. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du premier Avatar, si vous l'aimez bien, si vous ne l'aimez pas, si vous le trouvez surestimé ou pas. Comme d'habitude, on en parle gentiment et calmement. Voilà, d'ici là, je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt. Salut, ciao.